Salut à tous, Bonjour. salut à tous les fans de cyclisme. On se retrouve très exactement à une semaine du Tour de France à peu près. On est dimanche, ça commence samedi. On vous avait laissé avec une petite vidéo sur le parcours du Tour de France. Maintenant que les start lists commencent à tomber pour chacune des équipes, à date il reste 5-6 équipes encore à annoncer. On se disait que c'était le bon moment pour vous faire un petit tour des favoris du Tour de France. Vous allez voir, on voit large. On va essayer de faire un grand panorama de tous ceux qui peuvent faire grosso modo un top 10. Ça permettra pour tous nos joueurs de la Route du Tour des petits tips sur qui on peut parier, qui il faut avoir dans son équipe si vous voulez gagner, et puis d'autres petits paris que vous pouvez faire face à vos copains. Et donc du coup on a divisé les coureurs en 3 catégories. Ouais. La première catégorie, c'est, on va dire le tiers 1, c'est des coureurs qui visent victoire finale. Voilà. Deuxième catégorie, c'est des coureurs pour qui un podium c'est un bon résultat. C'est ça à peu près. Et troisième catégorie, les joueurs tout qui le seront, reste. les coureurs qui seront dans le top 10. Top 10, voilà, ouais, top 10. En tout, on a quand même 17-18 noms. 17-18 noms, ça fait du monde. Donc ça fait du monde quand même sur le tour. Je te propose de parler juste très rapidement des absents, puisqu'il y a 3 gros absents, puisque sur les 4 premiers du tour de l'année dernière, il nous en manque 3. Il nous manque le deuxième de l'année dernière, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui a chuté sur le Giro, et donc on espérait qu'il puisse être de retour sur le tour, et en fait ça le fait pas. Donc vous avez toute la team Sunweb qui est en PLS parce qu'ils s'étaient tous préparés pour Dumoulin. Et du coup ils sont tous préparés pour Wilco Kelderman. Donc ils sont pas très bien. Je vous invite à lire une petite interview de Michael Matthews qui disait que grosso modo sa saison était foutue. Voilà, donc on perd Dumoulin, on perd Froome. Le troisième, Chris Froome, on a tous suivi sa chute, on a tous entendu parler de sa chute sur le critérium du Dauphiné, où il s'est Le fait fémur, fracture les ouverte côtes, du fémur, des côtes, du bassin. Donc le gars, si on n'est même pas sûr qu'il revienne au cyclisme, sincèrement, en tout cas à son âge, C'est c'est énorme 33 chute, ans. On lui souhaite le meilleur rétablissement en tout cas, mais c'est vrai que du coup le tour est un peu chamboulé avant même d'avoir commencé. Ouais. Et le quatrième du coup du tour de l'année dernière, Primoz Roglic, qui sort d'un Giro où il était en forme un peu trop tôt, et qui a eu un euro événement très récemment. Et donc il fait pas le tour. Donc il fait pas le tour, on le verra sûrement sur la Vuelta, je pense. Possible. Puis voilà. Mais du coup, ça nous laisse un plateau c'est assez un ouvert. peu plus ouvert. C'est assez ouvert cette année. En fait, c'est pour ça qu'aussi on a un paquet de coureurs, parce qu'on a eu du mal en première lecture à se dire bon, qui est-ce qui peut gagner ce tour. Il y en a quelques-uns, mais voilà. On commence, premier cercle. Et je te commence de parler des 2 co-leaders de la Team Ineos. Le vainqueur sortant, Geraint Thomas, qui fait pas une saison incroyable. Et sa préparation a été un peu tronquée sur le Tour de France, puisqu'il a chuté sur le Tour de Suisse. Il a dû abandonner, et on sait très bien que dans la forme des coureurs, en fait, faire une course joue énormément. Et du coup, il est un peu dans le flou. Il arrive sur le Tour avec une forme un peu dans le flou. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est vrai que la préparation d'Ineos, les pauvres, ils avaient misé d'un côté le critérium pour notre ami Froome, de l'autre côté le Tour de Suisse. Dans les 2 cas, pas la folie. Il y a Bernal qui gagne, mais je veux dire, le Tour de Suisse c'était plutôt pour Geraint Thomas qui tombe. Voilà, après Geraint Thomas, il était quand même, moi je l'ai trouvé, ça on pourrait discuter, mais assez fort en Romandie. Il fait 3ème, il a des bonnes jambes. Il était dans une phase ascendante de sa préparation. Après, c'est le seul résultat qu'il fait. Il fait que des did not finish ou une 40e place anecdotique sur le Pays Basque et un 3ème sur le Tour de Romandie. Après, on sait que ces coureurs-là, ils aiment bien faire ce type de préparation. Quand ils jouent que le tour, ils font rien en début de saison, à part parfois un petit tour en Californie ou un truc dans le genre. Puis ils donnent tout sur, effectivement, alors soit Romandie, soit Tirreno-Flash Choisisse en général, et puis Critérium ou Tour de Suisse. À l'inverse d'Egan Bernal, qui lui, pour le coup, a fait une énorme saison pour l'instant. Énorme saison d'Egan Bernal, qui donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, vient de remporter le Tour de Suisse, qui remporte aussi le Paris-Nice. Assez facile les deux, je dirais. L'impression visuelle de Bernal. Le Tour de Suisse, on ne s'est jamais dit qu'il allait le perdre. Non, mais même Paris-Nice. Je me souviens bien, Paris-Nice,
il a quand même globalement dominé. Alors il a une belle équipe autour de lui. Ouais. Mais, aussi, il en a une super. Mais franchement, impressionnant Bernal cette année. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a mis dans notre premier tiers. On pourra reparler après de nos pronos, mais ils auront clairement 2 co-leaders côté Ineos. C'est sûr. Et puis ils feront un peu ce qu'ils nous ont fait l'année dernière, à savoir en fonction de l'état de forme de l'un ou de l'autre, c'est l'un ou l'autre qui va prendre la casquette. Sachant que l'année dernière, il y a quand même eu un flou artistique jusqu'à genre l'avant-dernière étape. Donc, un peu moins peut-être, mais oui, ça jusqu'à assez longtemps, on s'est demandé qui était. Au milieu des Pyrénées quand même. Après, on sentait bien que Guerin-Toi avait plus de jambes que Froome l'année dernière, ça se sentait quand même dans le coup de pédale. Froome sortait d'un super Giro. Ça sentait dans le coup de pédale que c'était pas le Froome des grandes années. Du coup, on a également mis 2 co-leaders, donc Ineos. On a également mis Nairo Quintana. Alors, pour nos amis fans de cyclisme, ne vous moquez pas de nous. Non, en fait, en l'absence de Froome, de Dumoulin et de Roglic, il fait quand même partie des favoris. Nairo Quintana, c'est 2 grands tours, le Giro et la Vuelta. Il lui manque le Tour de France. 2 fois deuxième sur le Tour. Mine de rien, beaucoup de monde se moque de lui, mais il a que 29 ans, donc il a encore de belles jambes. C'est clair. Sur le Tour de France, il a fait 2 deuxièmes places. Et cette année, il fait une saison correcte, sans plus. Il fait 2e sur le Paris-Nice, 4e en Catalogne. Il fait un Dauphiné assez en demi-teinte. Mais son objectif, ça reste le Tour. Et cette année, il a quand même un alignement des étoiles dans sa faveur assez marqué. Moi, je l'ai trouvé assez bon au début de saison. Vraiment, lorsque je l'ai vu courir, notamment en Colombie, puis sur le Paris-Nice, je me suis dit quand même Quintana cette année, ça a l'air sérieux. Je suis le premier à me foutre un peu de la tête de Quintana. Je veux dire, les attaques de Quintana, tout ça, c'est quand même un coureur autour duquel on fait beaucoup de bruit sur le Tour ces dernières années, et à chaque fois il déçoit un peu. Cette année, il va quand même être débarrassé du fardeau entre guillemets Valverde, parce que tous les ans il y a la question Valverde, machin. Bon, là cette année, Valverde a clairement dit qu'il serait coéquipier, il est un peu cramé. Cette année, il est une super équipe. Il y aura Mikel Landa, mais Mikel Landa sort d'un gros Giro. Donc on sait que l'enchaînement Giro Tour, c'est plutôt un leader de rechange pour moi, Mikel Landa. C'est-à-dire que si Quintana lâche, Landa peut prendre le relais pour faire un top 5. Quoi. Et à côté, il aura Marc Soler, il aura Nakona, il aura. Il y a du monde, hein. Il y a une très grosse équipe. Il y a du monde. Il y a Amador qui est pressenti également. Erviti pour le contre-la-montre par équipe, je pense qu'il va venir. Erviti et Oliveira pour le contre-la-montre par équipe. Non, c'est une belle équipe. Même en contre-la-montre, ils vont pas prendre un éclat énorme sur le contre-la-montre par équipe. Ils vont pas le gagner, bien entendu. Mais il va pas perdre énormément de temps, je pense, sur le contre-la-montre par équipe. C'est des gars qui roulent, hein, quand même. Donc Quintana, on l'a mis dans notre premier cercle. Voilà, en se disant que, après, parmi les favoris, je pense que c'est quand même celui qui risque le plus sur le contre-la-montre par équipe. Mais c'est celui qui est le plus avantagé sur certaines étapes de montagne. Voilà, donc bon. Et on a mis un dernier nom, presque uniquement sur sa forme du moment, parce que ses résultats en grand tour sont quand même pas fameux. Mais son meilleur résultat, c'est un 7ème place sur le Tour de France, mais alors quelle saison? Quelle saison? On parle évidemment de Jakob Fuglsang. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la story de Jakob Fuglsang cette année, hein, c'est monstrueux sa saison. 2e d'Estrade Bianche, il gagne Liège-Bastogne-Liège, il fait 2e de la Flèche Wallonne, 3e de l'Amstel. C'est solide, hein, c'est très très solide Jakob Fuglsang. Alors on sait que la dernière fois qu'il était arrivé en très grande forme comme ça, 2017, il gagne le Dauphiné aussi. Et puis sur le Tour, il était bien parti, il était je crois 7ème. Mais sa saison 2017 est bien moins impressionnante parce qu'il n'y a que le Dauphiné et le reste c'est... belle saison, mais c'était moins fort. Non, il gagne que le Dauphiné et après il n'y a rien. Après, très clairement, aujourd'hui, c'est le coureur le plus en forme du circuit avec Julien. Alors voilà, c'est les 2 qui cette année sont les plus impressionnants, hormis les sprinters, hein, je mets à part, je parle sur les coureurs un peu. Il aura pareil une équipe Astana cette année, c'est une machine de guerre. J'ai arrêté de compter, je sais même plus à combien ils en sont, 25, 27 victoires cette année à Astana. Enfin, c'est une machine de guerre, chaque course d'une semaine quasiment ils les ont gagnés. Il aura autour de lui à minima l'un des 2, ça a été annoncé d'ailleurs, je crois que c'est finalisé à Astana, donc il y aura Gorka Izagirre, il y aura Luis Leon Sanchez. 29 victoires. 29 victoires, enfin c'est monstrueux. Donc Gorka, Luis Leon Sanchez, Omar Fraile, ils amènent Grousdev, Lutsenko,
Bon, c'est une équipe pareil, hein, ça va être très solide. Très content de voir le petit Hugo Hull, canadien, dans cette équipe. Non, j'aime bien ce coureur. Il va porter les bidons, clairement, mais c'est un beau coéquipier, je trouve. En tout cas, Pello Bilbao, qui sera aussi dans l'équipe, il va être très entouré, Fuglsang, très grande forme. Après, voilà, tu le disais, on a l'inconnu sur Fuglsang. Sur un grand tour, pour l'instant, c'est 0 référence. Donc, on sait que c'est pas pareil, un grand tour et une course d'une semaine, c'est pas du tout les mêmes qualités qu'il faut. Surtout sur ce Tour de France où la 3e semaine est très compliquée dans les Alpes. Donc, on sent que le pic de forme va quand même falloir qu'il arrive plutôt dans les Alpes. C'est pour ça que tous les gars qui font 5, 6, 7 du Critérium, du Dauphiné, pas forcément très grave, parce que si le pic de forme est bien calculé... les dernières années, à part Froome, en fait, personne a... Froome et Thomas, à part la team Ineos, voilà. Il n'y a personne qui a bien réussi à faire le doublé. Après, tu as quand même Ineos, parce que c'est autre chose. Voilà pour notre premier cercle. Si on faisait un cercle concentrique on l'élargit. On élargit, on fait un deuxième cercle. Alors je te propose de commencer par pas les Français et par celui qui aurait presque pu intégrer le premier cercle, Adam Yates. Moi j'ai hésité. On a tous les deux hésité. Qui fait une saison qui est pas mal quand même. Il fait une belle saison, Adam Yates. Il fait une belle saison et les frères Yates, c'est un peu une année sur deux. Comme Simon fait une saison dégueulasse, on se dit qu'Adam ça peut être son année. Il fait deuxième du Tour du Pays Basque, je crois. Il fait deuxième du Tour du Pays Basque, il fait deuxième du Tour de Catalogne, il fait deuxième de Tirreno Adriatico. C'est quand même une belle saison. Il abandonne le Critérium alors qu'il est deuxième au général. C'est solide. Donc c'est assez solide, mais depuis sa 4e place au Tour de France 2016, il était également meilleur jeune. Sur le Grand Tour, c'est pas trop ça. C'est pas folichon. Alors parfois avec du manque de chance. Moi, on attend quand même une confirmation. C'est pour ça qu'on ne l'a pas inclus dans notre cercle. C'est exactement ça. Il pâtit dans notre jugement du fait que sur le Grand Tour, c'est pas fabuleux. Après, pareil, impression visuelle, moi, d'Adam Yates, j'ai trouvé sur les grosses montées cette année qui était très fort. Aérien, vraiment aérien. Un peu à la Simon l'année dernière. Pas dans le même style, parce qu'ils sont pas tout à fait dans le même style, mais Adam Yates, quand même, ça peut être costaud. On a également mis... Sans compter, juste parce que la team pour le coup, assez solide. Côté contre-la-montre par équipe, ça va être très très costaud, la Mitchelton, parce que vous avez Durbridge, Egg, Hepburn, Impey, Trentin, Simon Yates qui est fort en contre-la-montre, ça va rouler. Ça va rouler. On a également mis Rigoberto Urán. Et ça, je sais que ça te fait plaisir. J'aime bien ce coureur. Ok, c'est un suceur de roue un peu, mais j'aime bien ce coureur. Parce que sa deuxième place sur le Tour de France, je l'avais trouvé pas mal. Rigoberto Urán qui est dans une saison pour le coup assez moyenne, pour pas dire très moyenne. Il n'a pas eu de chance. Parce qu'il est tombé assez tôt en fait, il s'est fait mal assez tôt dans la saison. Paris-Nice, voilà, il tombe. Là aussi dommage parce que je trouvais que sur le Tour de Colombie il avait été plutôt bon, alors il fait 5 ou 6 mais dans l'impression je trouvais qu'il était pas trop mauvais. Il faut toujours se méfier du Tour de Colombie parce que les Colombiens sont toujours très en forme pour leur Tour national. Et après du coup il fait une saison assez anonyme, 15e ou 14e du Tour de Californie et puis Tour de Route d'Occitanie il n'y a pas grand monde et il fait top 3, qu'est-ce qu'il fait ? Top 3. Après, on parle d'un ancien deuxième du Tour. Pareil, avec pour le coup, le IF Education First cette année, ça marche plutôt bien. En contre-la-montre par équipe, ils vont être très solides. Pareil, vous avez Finet, vous avez Craddock, vous avez Bettiol qui vient de finir deuxième du contre-la-montre de son tour national. Urán qui est bon. Enfin, voilà, ça va être à suivre. Rigoberto, mais pas beaucoup de certitude quand même sur son année. Pas beaucoup de certitude sur son année, mais ça reste un bon coureur. Donc plusieurs fois deuxième de Grand Tour, 2 fois deuxième du Giro, deuxième du Tour, donc à suivre. Ensuite, je te propose de parler du cintre, Kruijswijk. Cruy, pour ceux qui l'aiment bien. Cruy qui saison après saison confirme quand même qu'il est fort en Grand Tour. L'année dernière, mine de rien, il fait un beau Tour de France. Il finit 5e. Belle troisième semaine, il est à l'attaque, il est devant. On se souvient tous de sa deuxième place sur le Giro où le pauvre vieux il finit dans les. Il est premier, parce que il est premier et il prend ce mur de glace.
Voilà, Steven Kruijswijk qui fait une belle saison, 5-6e du Tour de Romandie. Voilà, écoute, moi je pense que c'est un candidat sérieux au top 5. Voire mieux. Voire mieux. Très belle équipe autour de lui, la Jumbo Visma aussi, mine de rien. Je sais plus qui ils amènent, remonte-moi un peu qui ils amènent autour. Ils amènent Groenewegen, Van Aert, Tony Martin, Josh Venet, Laurens de Plus, Mike Tennyson et Grandal Jansen. Quand même, hein. En montagne, il va être accompagné par Bennett et De Plus. C'est pas dégueulasse. Et puis il y a des gars pour rouler. Pour rouler au contre-la-montre par équipe. Parce qu'ils ont le champion de Belgique, le champion d'Allemagne. Tony Martin et Wout van Aert, ça va quand même envoyer. Et puis Kruijswijk, il est pas si nul que ça en contre-la-montre. Kruijswijk, il roule. Groenewegen, il peut s'y mettre, il peut s'y coller un peu. Il peut taper des mini-sprints. Voilà, il peut s'y coller un peu. De plus, on l'a vu sur le Giro, il a fait un bon premier contre-la-montre. C'était un contre-la-montre en pente. Mais... Voilà, belle petite équipe, en tout cas à suivre, Steven Kruijswijk. Moi, pour les joueurs de la route du Tour, je pense que c'est un bon petit pari, Cri-Cri. Deux Français ? Allez, deux Français. Je te laisse commencer par Romain Bardet. Nous ne céderons pas à la hype. L'équipe qui titrait Est-ce l'année pour les Français ? Moi, je ne cède pas à la hype Romain Bardet, en effet. Alors, donc Romain Bardet, Thibaut Pinot, bien entendu, nos deux Français. Déjà, on est content de retrouver Thibaut sur le Tour. Déjà, on est super content sa saison est incroyable, enfin très belle. Moi je suis content de l'avoir sur le Tour parce que j'étais un peu déçu. Bon, l'année dernière, il fait un beau Giro, c'était un beau pari, mais voilà. On commence par Bardet. Romain Bardet qui fait une saison assez médiocre. J'ai pas peur de le dire, surtout au regard de ses dernières saisons en fait. Où il arrivait très en forme à chaque fois sur le Tour. Il fait quoi ? Il fait 5e du Paris-Nice ou 7e du Paris-Nice ? Il fait 5e du Paris-Nice, tout à fait. Il fait 10e du Critérium de Dauphiné. Et surtout l'impression laissée au Critérium. L'impression au Critérium n'est pas bonne. Derrière, il enchaîne, il va au Mont Ventoux. Impression pas folichonne. C'est là où je trouve qu'on est en contradiction avec ce qu'on a dit juste avant. Où on dit que en fait, ne pas être en forme au Critérium, c'est plutôt une bonne nouvelle à l'égard du parcours. Ouais, mais lui, c'est pas pareil. C'est pas, je trouve, c'est pas comme un gars que tu vois où tu te dis, lui, il est dans sa phase de préparation, on sent qu'il lui manque un peu de cardio parce qu'il a prévu son pic de fin en 30 semaines. Bardet, je pense qu'il venait sur le Critérium pour faire quelque chose. Sincèrement, je pense qu'il venait pour faire quelque chose. Et il n'a pas les jambes. Juste, il n'a pas les jambes. On l'a vu se plaindre de son équipe. Ce qui n'arrive jamais. Tu ne te plains pas de ton équipe. Enfin, on se plaint de ce que tu fais. Juste avant toi, je le trouve très maigre. Voilà. J'aimerais me tromper. Hein, vraiment, j'espère qu'il va faire un beau tour. En plus, la route n'est pas trop mal taillée pour lui. Parce que sur le contre-la-montre par équipe, il va avoir des rouleurs avec lui. Donc, il ne perdra pas forcément beaucoup de temps chez AG2R. Il a des montées qui peuvent lui convenir. Mais je sais pas. Moi, j'y crois pas trop à part cette année. Franchement. Je serais pas étonné qu'il fasse une anonyme 7e, 8e place. Ça me décevrait, j'aimerais vraiment qu'il fasse mieux, mais je sais pas, je sens pas trop, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Non, je suis d'accord, je le vois pas. Allez, je te laisse la main sur Thibaut parce que on parle d'un grand fan de Thibaut Pinot. Alors, du coup, Thibaut Pinot, qui est, je pense, qui a eu un déclic l'année dernière en vrai. Qui est dans une forme incroyable. Il a gagné son premier monument avec le Tour de Lombardie et quelle course. Je vous invite à vous faire le replay du Tour de Lombardie qui est dispo sur YouTube. Je le fais tous les mois pour rigoler. Et puis surtout là, de la pression en fait laissée sur le Critérium du Dauphiné, pour le coup, lui, il avait l'air vraiment aérien. Il fait 5e place, mais il a vraiment l'air aérien. Sur le Tour de l'Ain, il a surdominé, alors il n'y avait personne en face. Mais mine de rien, il fait une bonne saison. Tu vois, les courses françaises auxquelles il participe, il est toujours très fort. Il fait une 5e place au Tirreno. Et il est accompagné d'une grosse équipe parce qu'il y a des rouleurs, il y a Stefan Kung, il y a Stefan Kung, il y a lui-même qui a bien progressé en contre-la-montre, et puis en montagne, il y a quand même Reichenbach qui est un coéquipier de ouf en montagne, David Gaudu et Rudy Mollard. Ça fait quand même une belle garde. Ça fait quand même une belle garde en montagne, il va avoir quelques mecs pour rouler, Anthony Roux, Stefan Kung, Ladanius, Bonnet qui est indispensable auprès de Thibaut Pinot parce qu'on sait qu'ils sont très proches en course. Donc moi j'y crois, en tout cas faire au-delà d'un top 5 ça sera un mauvais résultat pour Pinot. Si on regarde son état de forme et son déclic mental, il y a le Stade 2 qui a fait un reportage super intéressant sur Thibaut Pinot qui a enfin accepté de faire des trucs de préparation que font les grands champions et en fait il est très au courant de ses faiblesses, de ses forces et il arrive de mieux en mieux à appréhender tout ça. Moi j'y crois en tout cas. Je crois dur comme fer pour un podium. Moi j'y crois parce qu'il fait très chaud et donc on n'aura peut-être pas la traditionnelle angine de Thibaut Pinot parce qu'il faut quand même voilà. Parce que c'est pas lui le responsable du réchauffement climatique.
Non, mais il faut quand même nuancer un peu. Thibaut Pinot sur le Tour de France, c'est pas mal à part sa troisième place sur un tour un peu particulier. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on met beaucoup d'attentes en lui. Thibaut Pinot sur le grand tour, même globalement, c'est ce qui le rend terriblement attachant, c'est qu'il est toujours terriblement humain, où il y a une ou deux étapes où il craque à cause de maladie. Il y a une angine, une bronchite, une machin. À chaque fois on se demande s'il gère pas comment il gère sa course. Bon voilà. En tout cas, Thibaut, à mon sens, meilleure chance française. Clairement sur le tour. Et on va le suivre de près. Thibaut, si tu nous écoutes, on te regardera de près. Même Bardet, on est à 100% derrière lui. Ne le prenez pas. Et alors, deux mecs où il y a débat entre nous deux, parce que tu es mis dans le chapeau 2, mais moi je le mettrais peut-être dans le chapeau 3. Dan Martin et Manuel Burkman. Alors, le débat était moi je mets Burkman dans le chapeau 2. Moi je le mets dans le chapeau 3. Et toi tu mets Dan Martin dans le 2 et je mettais plutôt Dan Martin dans le 3. Tu veux commencer avec Dan Martin? En fait, Dan Martin dans le 2 parce que sur le tour, en fait, il est toujours là, il est toujours offensif. C'est quelqu'un qui anime la course. Une fois 6ème, une fois 7ème, c'est ça? Dans le bon sens du terme. En fait, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a une belle équipe autour de lui cette année. Et puis du coup il va viser un top 5, c'est pour ça que je le mets dans le chapeau 2, parce qu'il vise un top 5. Il visera un top 5, il fait une saison, il fait 5ème du Dauphiné, c'est ça? Il fait 8ème du Dauphiné, 2ème du Tour du Pays Basque, et puis après c'est assez anecdotique, mais on sait que sur le Tour... Moi sur le Dauphiné il m'a pas impressionné, je l'ai trouvé un peu en dedans. Maintenant pour le coup, est-ce que c'est parce qu'il a un peu décalé sa phase de préparation? Sur les classiques, là où d'habitude il est quand même plutôt solide, cette année ça m'a paru visuellement, j'ai trouvé pas fabuleux. L'année dernière non plus, il fait 61 à Flèche-Jalonne, 18 à Liège-Bastogne-Liège, et il fait une 7ème place au Tour qui est assez belle. Très belle 7ème place, c'est-à-dire qu'il a beaucoup attaqué. Il a beaucoup attaqué. C'est pour ça que avec son style. Moi je lui accorde le petit boost qui permet de rentrer dans le deuxième cercle, parce que l'année dernière il fait 7ème, si tu arrives les 3 favoris, en fait il fait 4-5. Sachant qu'autour de lui il y a une équipe assez énigmatique, je dirais, parce que sur le papier ça peut être très fort. C'est parce que ça vaut Fabio Aru. Fabio Aru est cramé depuis 2 ans. Sergio Henao qui fait une saison pas si dégueu. Donc pourquoi pas un gros coéquipier. Il y a pas mal de gars pour le sprint, puisqu'il y a Christophe et Philipsen. Donc Rui Costa qui peut l'accompagner un peu. Bon, c'est quand même moins fort comme équipe, je trouve, que pour l'accompagner que d'autres. Et alors toi, pourquoi Burkman? Alors pourquoi Burkman? Burkman, c'est typiquement le coureur Sunweb de base, c'est-à-dire qu'ils ont Formolo, Burkman, Conrad, ils en ont toute une palanquée. Bora, pardon. J'ai cru que tu étais en train de te manquer de Nico Kederman. Non, ils ont toute une palanquée de coureurs à la Bora comme ça qui fait souvent les top 10, et Burkman c'est des top 10 réguliers. Cette année c'est très fort, Burkman, en termes de régularité, je trouve, sur les derniers tours qu'il fait. Il fait, en plus il a pas mal couru, mine de rien, pas mal de courses. Il fait 4ème à l'UAE en début de saison, 3ème du Pays Basque, 3ème au Dauphiné. Moi j'ai trouvé fort sur le Dauphiné. Je trouve que 3 semaines c'est pas adapté pour lui. Je sais pas. Est-ce qu'il est pas. Tu vois, c'est quand même une progression assez constante ces dernières années, Burkman. Et moi, un top 5 de Burkman, ça me choquerait pas tant que ça avec le plateau ouvert qu'on a. Je sais pas. Franchement, top 5. C'est peut-être ambitieux, ok. C'est peut-être un 7ème place. Tu vois Uran devant Burkman ou pas? Je sais pas. Sur la forme, je sais pas. Bon. En tout cas, Burkman pour un top 10, je pense que c'est vraiment serein. Top 10, c'est jouable. Et après, moi, je sais pas, 7ème, c'est entre 5 et 7ème, ça me choquerait pas. On passe, on élargit encore plus le cercle. On fait vite. Donc, je te cite tous les coureurs, et puis s'il y en a un sur lequel tu as envie de parler. On en choisit 2 chacun, allez. Bon, un chacun. Allez. Nibali, Kelderman, Mikel Landa, Ilnur Zakarin, Henrik Mas et Richie Porte. On peut tout de suite écarter Richie Porte, allez, pour rigoler. Puisqu'il va tomber la première semaine, donc a priori ça va aller vite. C'est le mur de vent. Ça va aller assez vite. Qui je vais prendre Henrik Mas. Henrik Mas, parce que ça va être le leader pour le classement général de la Quick Step. Parce qu'il a fait une très belle Vuelta l'année dernière. Alors d'aucuns diront que la Vuelta c'est pas du tout le Tour de France en termes de grand tour.
pas du tout le même type d'étape. Mais il m'a quand même bien impressionné sur la Vuelta l'année dernière. Il est dans une saison assez moyenne pour l'instant. Mais pareil, Quick-Step, ils savent quand même pas trop mal préparer leur gars. Donc je me demande si c'est annoncé depuis longtemps qu'il va faire le Tour de France. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal préparé sa saison pour ça. À suivre, à 24 ans, Enric Mas, si je dis plus de bêtises. Donc de toute façon, pour le maillot blanc avec Bernal, ils vont avoir une belle petite bataille. Et ouais, moi je sais pas, Enric Mas, je pense qu'il peut en titiller quelques-uns. Après, est-ce qu'il aura pas un coup de mou à un moment, tu vois, une étape où il va pas. Et puis son équipe n'est pas du tout là pour l'accompagner. Il va pas avoir grand monde, personne en fait. En fait, la Quick Step c'est fait pour gagner des étapes. Là. Il va vraiment être seul. Hein. Ouais. Il va vraiment être seul de fou en montagne. Parce que Julien, il va pas être là à accompagner. Julien, il va faire sa vie. Il va faire sa vie. Et le reste, c'est pour les victoires d'étape. C'est Viviani, Recchese, Lampard. Il joue quand même beaucoup les sprints. Il joue beaucoup les sprints. Beaucoup les sprints ou les étapes un peu escarpées. Donc en fait, je vais prendre Enric Mas par curiosité. C'est suite à sa Vuelta, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir où est-ce qu'il va aller cette année sur le Tour. Typiquement, Enric Mas, tu te dis, est-ce que c'est pas un type qui gagnerait dans une autre équipe que la Quick-Step, qui est une très belle équipe, mais qui a pas grand monde pour accompagner la montagne. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que lui, tu mets Enric Mas à Ineos, ça peut devenir très fort. Non, mais ça sera pas évident. Et moi, je vais prendre. Tu vas te moquer de moi. Je vais prendre Wilco Kelderman. Il avait Nibali, je vais prendre Wilco Kelderman. Parce que j'aime bien ce coureur, parce qu'il a un côté un peu romantique, un côté un peu humain. Ouais, et puis il chute bien en plus. Ça, et en fait, je me demande si il va enfin confirmer son potentiel. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance. Un peu comme Richie Porte, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chance. Tombe beaucoup, Wilco Kelderman. Donc voilà, je vais le suivre tout particulièrement sur le Grand Tour. J'ai pas énormément d'espoir en vrai sur son top 10. Mais en fait, il peut clairement jouer pas mal de choses. Si, top 10, franchement, top 10, il peut jouer Wilco. Après, plus que top 10. Ouais, il y a du monde quand même devant. Parce que pareil, hein, Wilco, c'est pas mal de déception. Il peut nous faire une 11e place anecdotique, comme il peut nous faire une 5e place pleine de panache. On verra. 5e place. Voilà. On finit par notre traditionnelle section, notre podium, ouais. Où on était super bon sur le Giro, puisqu'aucun d'entre eux n'avait mis Carapace. Allez, ton podium, sûr, les 3 premiers. Dans le désordre, parce que je connais pas l'ordre. Oh, courage. Allez, dans l'ordre, Bernal, Quintana, Pinot. Quintana, Pinot. Donc 2 Colombiens sur les 2 premières marches du podium. Ouais. Et Thibaut Pinot, parce que je le sais à la live. Allez, quand même, pourquoi Bernal premier? Parce que c'est quand même. Il a fait qu'un seul Tour de France, hein, c'est pas non plus. Parce qu'il fait 15ème du Tour de France l'année dernière en étant équipier. Ouais. Genre vraiment équipier pour le coup. Ouais. Cette année, il est co-leader, que je ne sens pas trop Geraint Thomas. Et donc, du coup, on sait que la team Ineos sur le Tour de France, c'est tout pour la victoire. Et vu que je ne sens pas Geraint Thomas, ça va être Egan Bernal le leader. Et quand tu es leader de la team Ineos, Gérald, t'es assez bien placé. Général qui gagne. Ok, écoute, moi je vais me faire hacher le menu par. Je vais faire un doublé Ineos et je vais mettre Geraint Thomas en premier. Pour l'expérience, parce qu'en fait je pense qu'il va quand même pas mal s'accrocher et qu'à un moment il avait impressionné l'année dernière sur le Tour. Je trouvais que c'était de loin le meilleur l'année dernière. Ok, il est tombé, alors c'est ça qui m'a fait hésiter un petit peu sur mon jugement, mais en Romandie je l'ai trouvé fort. Je pense qu'ils vont le remettre d'aplomb assez vite et que voilà, je pense que quand même sur le contrat entre individuel il peut faire la différence. Deuxième Bernal. Et troisième. Et troisième, je vais dire Fuglsang pour son état de forme et pour son équipe qu'il a autour. J'hésitais avec Kruijswijk pour être honnête, que je verrais bien sur le podium. Mais Fuglsang m'impressionne cette année. J'ai peur qu'il ait un coup de mou parce qu'il a tout couru en forme toute la saison. Ouais. Donc j'ai peur un peu du coup de mou de Fuglsang. Mais pour l'état de forme, c'est compliqué de pas parler de lui, quoi. Voilà, donc Bernal, Quintana, Pinot. Et Thomas, Bernal, Fuglsang. Bon, le seul auquel on est à peu près d'accord, du coup, c'est Bernal. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous dire votre podium dans l'ordre aussi, un petit courage dans l'ordre. On pourra comme ça tous se moquer les uns des autres à la fin du Tour de France.
On est assez excités de ces 3 semaines à venir. Parce que le plateau est très riche. Le plateau est assez ouvert en fait, c'est assez ouvert. On se retrouve assez vite pour une vidéo où on parlera des sprinters et des grimpeurs baroudeurs. D'ici là, il vous reste une semaine pour faire vos enchères, c'est le moment les amis sur la route du Tour. Vous motivez tous vos potes et on vous attend nombreux pour jouer avec nous. Yes. Salut à tous. Salut. Et alors pour la petite histoire, moi j'ai parié à un restaurant Antoine Mathieu que Kelderman finissait devant Zachary. Allez, salut. Salut.